Je vous remercie déjà d'être présent pour cette galette, qui est une tradition incontournable du Front National, puisque c'est l'occasion de se réunir, pour certains d'entre nous de fêter le début d'année, car parmi nos adhérents, nous avons des personnes qui sont seules ou isolées et qui n'ont pas la joie de partager le passage de l'année en famille, soit pour Noël, soit pour la fin d'année. Et évidemment, c'est aussi l'occasion de présenter nos projets pour l'année à venir. Et vous savez déjà qu'en 2014, nous avons de nombreux projets, puisqu'il y a dans l'immédiat la campagne pour les municipales, ensuite la campagne pour les élections européennes, et on en parle moins, mais il y aura une campagne pour les élections sénatoriales au mois de septembre, dont le résultat dépendra d'ailleurs du succès que nous aurons aux élections municipales. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Le lien entre la galette des rois et la nation, eh bien, pour moi, c'était de souligner qu'il y a 2000 ans, des hommes ont accepté de montrer leur soumission à un petit enfant, un enfant-dieu. Aujourd'hui, nous avons perdu cette notion religieuse et c'est ce qui participe de la décomposition du lien entre les personnes. Et la nation est aujourd'hui la seule transcendance que nous ayons si nous ne partageons pas la même foi. Elle unit les hommes au-delà des questions matérielles. Elle encadre les intérêts individuels et limite évidemment notre appétit pour défendre des intérêts catégoriels et communautaires. Et donc, elle nous oblige aussi à réfléchir aux conséquences collectives des politiques que nous défendons. Et c'est bien pour ça qu'au Front National, nous avons un avenir, car nous sommes les seuls à défendre cette union des Français. Les Français en prennent conscience, ils nous l'ont montré lors des différentes échéances, puisque dès 2005, ils ont marqué leur refus des traités européens et choisi la souveraineté nationale, en refusant donc le traité de constitution européenne, contre toute attente. Et après 2 ans de travail acharné sur le terrain des militants souverainistes de tous bords, à l'époque moi j'étais au MPR, je sais que mes camarades du Front National se sont battus et nous avons rencontré évidemment sur les lignes des souverainistes de gauche. Et puis, ils ont remarqué encore leur rejet de ce qu'on leur propose aujourd'hui, de cette négation de la nation, en 2009, vous vous souvenez, avec le débat sur l'identité nationale, où les conclusions avaient été préécrites par le système, Sarkozy et les anti-français. Eh bien, ils ont rappelé que notre identité était bien une identité française, chrétienne, ancrée dans notre territoire et dans nos racines européennes. Et puis, eh bien, récemment, ils ont marqué leur soutien au programme de Marine Le Pen. Ils lui ont accordé quand même un bon score pour les présidentielles. Ils se sont offerts, en dépit des campagnes de dénigrement, 2 députés à l'Assemblée nationale. Et vous voyez que les choses s'accélèrent, puisque en 2013, ils ont successivement renforcé systématiquement le Front National lors des élections partielles. Nous avons consolidé nos résultats. Et par ailleurs, ils ont manifesté le refus de la destruction de la famille, autre socle de notre nation, en refusant évidemment le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels. Et enfin, tout récemment, et je trouve que c'est le comique de l'histoire à quelques mois de la campagne pour les européennes, dans le cadre de l'installation des portails écotax, ils ont refusé l'installation de frontières, puisqu'il s'agit bien de frontières douanières, entre l'Alsace et la Bretagne, alors que le système UMPS refuse de les rétablir entre la France et l'Allemagne pour le bien de la nation. Tous unis, les Français sont invincibles. Marine Le Pen le rappelle sans cesse lors de ses interventions, et c'est le thème évidemment de notre campagne d'affichage en ce début d'année. Ce travail d'union, nous devons le faire dans nos villes, en proposant aux Français, évidemment en défendant les idées du Front National, mais en leur montrant que ces idées nationales trouvent une application locale. Alors pour ici les Moulineaux, je vais vous donner 3 exemples qui me semblent assez emblématiques. Au niveau national, nous critiquons, nous dénonçons évidemment l'impunité de la classe politique et son irresponsabilité, les problèmes de corruption. Eh bien, les gens le perçoivent au niveau national, l'ignorent au niveau local. C'est comme ça qu'en faisant du porte-à-porte, je me suis rendu compte que
nombre de nos sympathisants qui défendent nos idées sur les questions nationales. Bravo. Bravo. Nombre de nos sympathisants qui défendent nos idées sur le plan national ne voient pas que eh bien, les défauts observés au niveau national s'appliquent localement. Donc pour en revenir sur la corruption, les IC1 ignorent, pour la grande majeure partie, que leur maire qu'on nous présente comme un bon gestionnaire, un homme politique exemplaire, leur maire a été condamné il y a moins d'1 an à 2 ans de prison avec sursis, 200 000 € d'amende, 5 ans d'inéligibilité pour une grave affaire de détournement de fonds publics. Il a immédiatement fait appel. Donc, comme on a une justice qui est particulièrement lente pour ce genre de personnage, tant que l'appel est en cours, il reste présumé innocent et il peut donc se présenter vierge de toute accusation pour un dernier mandat, un autre mandat, au bout de 33 ans de mandature. Et puis alors, non content, il a fait appel, hein, j'insiste dessus, parce que justement l'appel fait que normalement nous ne devrions pas pouvoir faire campagne sur le sujet. Vous pensez bien que je ne vais pas me gêner. Eh bien, non content de cette impunité temporaire, en avril, donc 3 mois après la condamnation, il avait préparé, nous avons appris ça dans la presse, une délibération qui avait pour objectif de lui faire attribuer par la municipalité une aide spéciale, 800 000 €, chers amis, 800 000 € pour faire prendre en charge les frais de justice qu'il a eu dans le cadre de cette affaire de détournement. Donc, on suit bien, il est condamné dans une affaire de détournement de fonds publics qui consiste à voler l'argent des contribuables et il se retourne vers les contribuables en disant « J'ai été condamné, est-ce que vous pouvez me payer mes frais d'avocat ?» Alors, heureusement, devant la bronca qui s'est déclenchée, il a fait marche arrière. Au dernier moment, il a retiré la délibération. Mais vous voyez bien qu'à Issy-les-Moulineaux, nous avons aussi de vrais problèmes de corruption. Alors ça, c'est pour corruption, détournement de fonds publics, vous appelez ça comme vous voulez. Ça, c'est pour la morale publique. Après, nous avons l'insécurité. L'insécurité, vous avez vu que l'esprit général est de dépénaliser évidemment la petite délinquance. Donc on avait des délinquants qui n'exécutaient pas leur peine sous Rachida Dati lorsqu'ils étaient condamnés à moins de 18 mois avec prison. Grâce à Madame Taubira, maintenant ce sont les délinquants qui sont condamnés à moins de 5 ans d'emprisonnement qui n'exécuteront pas leur peine. Donc on est bien d'accord, ce sont les délinquants qui pourrissent le quotidien des Français. Un homme politique responsable dans ces cas-là fait de son mieux pour mettre en place des politiques qui assureront la sécurité. Au niveau local, c'est la police municipale. Et bien, ici, les Moulineaux, nous avons un maire qui prétend être de droite, qui politiquement est vraiment de gauche, puisque la question de la sécurité est un marqueur, et qui refuse la mise en place d'une police municipale. Il préfère déléguer dans toute la ville ce que moi j'appelle des agents d'ambiance, qui sont censés rétablir le dialogue entre des gens. Alors j'imagine juste l'agent d'ambiance en train d'établir un dialogue entre le voleur de sac à main et la personne qui vient de se faire braquer. Ça doit être un dialogue tout à fait intéressant. Et enfin, donc là c'était sur le thème de l'insécurité et sur la fiscalité. Vous connaissez tous la communication municipale sur le fait que ici les Moulineaux est une ville magnifiquement bien gérée avec une très faible imposition. Alors cette faible imposition s'explique évidemment par la présence d'entreprises. Je vous rassure tout de suite, le maire, qui est un excellent communicant, a pris soin de faire baisser le taux de la taxe locale il y a 2 ans pour qu'on puisse bien communiquer dessus avant les élections municipales. Mais comme il a aussi le contrôle de l'intercommunalité et qu'il cumule les casquettes, comme beaucoup d'hommes politiques que nous critiquons au niveau national, eh bien il a participé au vote d'une augmentation du taux d'imposition sur l'intercommunalité. Donc bon an, mal an, il sortira la même somme de la poche des IC1 et on leur fait croire qu'ils payent peu d'impôts. Par ailleurs, si ici les Moulineaux est une ville riche, nous pouvons quand même nous permettre un certain nombre d'économies, puisque à ici les Moulineaux,
communaux, comme longtemps d'ailleurs sur le budget national. L'argent coule à flot sur des projets inutiles qui n'apportent rien à la vie quotidienne des lycéens. Et mon équipe et moi-même envisageons clairement de réduire toutes ces dépenses inutiles et nous espérons bien même pouvoir encore vraiment baisser les impôts, que ce soit pour les entreprises qui en ont besoin ou les ménages qui en ont besoin aussi. Donc vous le voyez, quand on réfléchit un petit peu sur la déclinaison nationale, locale, on se rend compte que même dans une ville apparemment positive, il y a du travail pour nous, il y a du travail pour le Front National. Et là, j'en viens à l'attitude que nous avons, nous, nationaux, hein, je me mets dedans. Nous sommes sensibles aux questions de souveraineté et d'identité, et bien souvent, nous passons à côté du combat, de l'ancrage local. Et les difficultés, actuellement, il y a 800 responsables de communes qui ont accepté de mener les listes. 800 responsables qui se sont engagés sur toute la France. Alors déjà, c'est pas beaucoup hein, au regard du nombre de communes, puisqu'il y a 36 000 communes. Eh bien, sachez qu'actuellement, il y a seulement 120 listes qui sont bouclées. 120 listes bouclées. Nous avons 75 000 adhérents sur toute la France, et que se passe-t-il? Nos adhérents, voire nos sympathisants, nous expliquent que ça ne sert à rien de s'engager pour les municipales parce que nous serons minoritaires dans les conseils municipaux et que le combat pour la campagne européenne vaudra mieux et plus important. Eh bien, je pense que ceci est une chimère et je me permets d'insister dessus. Nous pourrions avoir la majorité, les nationaux pourraient être majoritaires à la Chambre européenne, que nous ne pourrions pas redresser notre pays, car il faut absolument que nous ayons des élus locaux qui bloquent les mauvaises décisions venues de l'Union européenne, évidemment, et qui fassent appliquer les bonnes décisions. Rassurez-vous, l'Union européenne ne prendra jamais de décisions qui nous permettront de nous redresser. Hein. Tout sera fait pour nous détruire. Donc, je me permets d'insister, je vous appelle tous, ceux qui ne sont pas sur les listes, vous devez absolument vous inscrire sur les listes. Quand pour des raisons réelles, vous ne pouvez pas vous mettre sur les listes, il faut trouver des colistiers autour de vous, pour deux raisons. D'abord, évidemment, ça permet de compléter les listes, et c'est l'occasion pour vous de témoigner de votre soutien à Marine Le Pen et à son projet. Comment voulez-vous que les Français qui sont dégoûtés actuellement de la politique, qui s'interrogent, puissent nous suivre dans notre engagement et puissent se déplacer, car nous avons régulièrement sur les élections 30 à 40% d'abstention? Comment voulez-vous les convaincre de voter pour nous si vous-même, alors que vous êtes, entre guillemets, le fer de lance de ce redressement, vous n'êtes pas capable de témoigner autour de vous, de votre engagement, de votre soutien, et de dire, écoute, ben moi, je suis moins inquiet du candidaton que des projets que nous propose cette espèce de fausse élite, vrai traître à notre pays. Et ça, il faut que vous soyez capable de le dire autour de vous et de le montrer en vous engageant concrètement, c'est-à-dire en figurant sur les listes ou en ramenant des gens. Voilà, donc je vais repasser la parole à Rémi. Je vous demande de l'applaudir, de l'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements, car le travail que nous faisons, c'est en partie grâce à son soutien. Il est disponible pratiquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour ses équipes. Il nous encadre, il nous pilote, il répond à toutes nos questions, nous fournit le matériel. Et donc, nous avons besoin de lui et il mérite les applaudissements car souvent il est trop discret. C'est très gentil de m'applaudir avant que j'ai parlé, parce qu'à la fin, vous n'aurez plus envie d'applaudir, parce que j'aurais dit que des choses pas très intéressantes. Alors, je vais tout de suite m'appuyer sur mes candidats, parce que quand même, il faut que vous les connaissiez. Alors, on va commencer par exemple par Marc Duret. Je veux bien te lever, Marc Duret, que les gens t'identifient au Plessis Robinson. Alors, à titre d'exemple, Marc, combien as-tu besoin de colistiers et combien de vous? Aujourd'hui, nous sommes 8 sur 35. Tu as commencé il y a combien de mois? J'ai commencé tardivement, j'ai commencé il y a 2 mois et demi. 2 mois et demi. Et il nous reste moins de 2 mois. Donc, merci. Tout ce qu'on se demande, c'est est-ce que maintenant que la date approche, vous, les Français, vont enfin se sentir concernés par l'évolution des choses? Est-ce qu'ils vont se dire, mon devoir, et je ne parle même pas d'envie,
Parce qu'il y en a un qui me dit « Oh mais, oui, je comprends, mais j'en ai pas envie d'être colistier. » Et je lui dis « C'est pas une question d'envie. Tu crois que j'en ai envie, moi? Je le fais par devoir. » Il y a 100 ans, les petits Français sont allés se battre. Ils étaient sûrs de mourir. Ils y sont allés. On ne leur a pas demandé s'ils en avaient envie. Et d'ailleurs, ils le ressentaient comme un devoir. Donc je vous demande vous-même de vous dire quel est mon devoir. Il y a des gens qui me disent « Oui, mais alors mes enfants à l'école, ils vont être mal vus. » Oui, mais tes enfants, plus tard, ils ne vivront plus en république démocratique. Ils vont en république islamique, à la rigueur. Est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que c'est peut-être maintenant, quand même, qu'il faut agir et pas reporter les choses ad vitam aeternam? Donc il y a un moment où il faut se dire, comme vous le dit Marine, ne comptez pas que sur elle. Chacun d'entre vous doit avoir envie du pouvoir. Elle, c'est au national, vous, c'est au local. Et chacun d'entre vous, les meilleurs d'entre vous, doivent ensuite avoir envie de monter au conseil départemental, qui s'appelle jusqu'à présent le conseil général, puis au conseil régional. Si vous n'avez pas cette envie, ça ne sert à rien, on n'y arrivera pas. Alors que je viens de dire cette envie, non, justement, si vous n'avez pas cette réaction de vous dire c'est mon devoir d'y aller parce que personne d'autre n'ira à ma place, déjà vous avez fait ce pas d'entrer au Front National. C'est pas rien, je comprends bien, mais au moins c'est secret, on ne divulgue pas votre identité. C'est vrai que quand vous êtes candidat, on divulgue votre identité. Bon, on ne va pas divulguer votre portrait. Seuls les portraits des candidats sont sur les affiches. Donc vous avez quand même un certain anonymat. Mais c'est même pas ça. Soyez fiers de représenter les patriotes. Dans tous les pays d'Europe, il y a ce sentiment qui est en train de renaître. Donc la nation est à la dimension humaine. Et vous savez, la Chine, c'est 1,2 milliard d'habitants. La France, c'est 71 millions d'habitants. 64. Attends, alors, il y a 64 millions de Français, 64 millions de Français, et puis quelques millions de clandestins dont on ne sait pas qu'ils existent. Donc, il y a de toutes petites nations. Il y a des nations immenses. Mais nous sommes favorables à toutes ces nations. Et nous ne voulons pas faire la guerre. Mitterrand a dit la nation c'est la guerre. Non, c'est faux. La nation c'est la nature. C'est la nature qui a fait qu'il y a des nations. Parce qu'il y a des frontières naturelles que sont les fleuves, les mers, les montagnes. Mais il y a aussi la langue. La langue est une frontière qui fait que l'Europe ne marche pas, qu'elle ne marchera jamais. Il faudrait qu'il y ait une langue commune. Et qui d'entre nous va abandonner sa langue maternelle? Personne. Donc l'Europe est un empire qui, comme tous les empires, s'écroulera naturellement parce qu'il ne repose sur rien de naturel. Bon, alors, il faut le savoir. Et nous, on va participer aux élections européennes. Il y a un certain nombre d'électeurs qui me disent, comme on a dit tout à l'heure, mais l'inverse. Moi, je ne participerai pas aux européennes parce que je suis contre l'Europe. Je ne veux pas d'Europe, donc je ne veux pas. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut bien sûr élire des candidats qui veulent se battre de l'intérieur contre l'Union européenne qui a des tendances soviétiques maintenant. C'est un aréopage de plutocrates. Les plutocrates, ce sont ceux qui ont l'argent. Hein. C'est une oligarchie. Et nous, le peuple, nous qui sommes vous, parce que nous sommes issus de la société civile, nous ne sommes pas des hommes politiques, nous sommes des amateurs de la politique qui voulons devenir des hommes politiques. On a du mal, hein, on a du mal. Mais c'est ça notre but, c'est de dire, on fera mieux qu'eux, et pour moins cher. Parce que la fiscalité d'aujourd'hui, vous le savez, elle est confiscatoire. Réellement confiscatoire. Il n'y a pas que l'impôt sur la fortune qui est confiscatoire. Je ne sais pas si vous savez, mais en 2016, on va pouvoir prendre des sous sur votre compte s'il dépasse 100 000 €. Alors je suis d'accord, on n'a pas tous 100 000 € sur notre compte. Ils vont pouvoir se servir, peut-être plusieurs fois, à hauteur de 8%. Mais qui dit 8% dit l'année suivante 10%. Autrement dit, on n'est pas sorti de l'auberge, on n'est pas sorti de la crise. Et bien sûr qu'il y a un problème financier. Et bien sûr que l'une des solutions de notre programme, parce que là encore, on nous dit, mais vous n'avez pas de programme. Et alors, vous n'avez pas de programme, mais vous n'avez pas de programme économique. Mais c'est vraiment, c'est fiché de nous, parce qu'il suffit d'aller sur Internet, sur notre site, et de regarder le programme. Bien évidemment qu'on a un programme. Alors évidemment, il y a des dogmes. Le dogme de l'Europe, c'est bien sûr l'euro. C'est l'un des dogmes, c'est l'euro. Il est hors de question de retoucher à l'euro. Eh bien non, nous disons qu'on peut remettre en question l'euro, mais non seulement l'euro, mais l'Union européenne elle-même. On peut remettre en question ça. On est parfaitement libre. Parfaitement libre. Et c'est ce mot liberté qui est inscrit au fronton de nos mairies, est vraiment galvaudé. Là, Dieudonné vient de vivre quelque chose de pas très agréable parce que, bon, c'est vrai, c'est à la fois un humoriste et un homme politique, puisqu'il a créé un parti, le parti antisémiste, très bien. Donc il mélange un peu les genres. Néanmoins,
dans notre Constitution, il est écrit que chacun d'entre nous a le droit de penser, merci, mais a le droit d'exprimer ses pensées, à tout moment, en respectant la loi. Et il respecte la loi. Donc, bien sûr qu'il dit des choses pas très intéressantes et surtout pas très drôles en tant qu'humoriste, mais la liberté d'expression, pour nous, c'est élémentaire, mon cher Watson. Et nous-mêmes, nous pourrions être les suivants sur la liste, sous prétexte que nous ne disons pas la même chose que les autres. Donc, il est très important de conserver cette liberté. Cette liberté, vous la sentez aussi, par exemple, dans l'automobile. Aujourd'hui, ça y est, on est limité à 70 km/h, quelle que soit la circulation sur le boulevard périphérique. Je suis désolé, mais c'est absurde. Enfin, bon, pour moi, 70 km/h, c'est la vitesse en dessous de laquelle je ne dois pas rouler, parce que je m'ennuie. Enfin, je deviens dangereux tellement je roule lentement. Notre liberté, on nous a supprimé, c'est d'entrer à Paris en voiture. On ne peut plus. Enfin, si, à 4h du matin, ça rentre. Mais à 4h30, je ne suis pas sûr que ça rentre encore. Enfin, c'est la coercition. À chaque fois que vous vous dites, voilà, je n'ai plus le choix. Avant, je pouvais prendre le métro, le bus, la voiture. J'avais le choix. C'est moi qui décide. Et bien désormais, vous ne décidez plus. Parce que la voiture, c'est plus possible. Vous n'entrez pas. Et comme l'a dit une des candidates, vous mettez un temps fou à vous garer. Donc, nous, en tant que maire, par exemple, l'une des choses qu'on fera, c'est bien sûr de fluidifier la circulation, parce que nous sommes contre le fait de nous retirer cette liberté d'utiliser la voiture. La voiture, c'est un outil de liberté extraordinaire. C'est pas pour rien que les Français ont acheté des voitures très rapidement et que l'industrie automobile a si bien marché. On va de n'importe quel point de France à n'importe quel point de France, en partant à l'heure qu'on veut, en arrivant plus ou moins à l'heure qu'on veut. C'est pas excessivement cher, ça dépend des goûts de luxe qu'on a. Et on peut en plus être à 5 personnes dedans. Enfin, c'est formidable. On peut s'arrêter quand on veut. Bref, c'est un outil de liberté extraordinaire. À nous, autre chose, 200 km de bouchons tous les jours en région parisienne. Vous vous rendez compte du gouffre économique que c'est? C'est du temps perdu, c'est bien sûr de la pollution, c'est de l'énergie perdue. Donc la priorité n'est plus le logement, par exemple, parce qu'on est 12 millions d'habitants. Il nous faut absolument maintenant mettre en priorité la fluidité des transports. Je vous rappelle que le Grand Paris, c'est densifier le logement, c'est construire des tours d'habitation. Ça veut dire encore plus d'embouteillage, ça veut dire des transports en commun encore plus saturés. Donc c'est l'inverse qu'il faut faire. D'abord fluidifier, investir dans les voies de communication, que ce soit le transport public ou le transport privé. Je vous rappelle que la route, c'est quand même un transport privé, public, puisque la route est publique. Il n'y a que les véhicules qui sont privés. Et donc ça doit être une priorité. Ainsi que des parkings. À quoi bon on se déplace en voiture si on ne peut plus se garer au point d'arrivée? Voilà, ça ce sont quelques petits thèmes, mais il faut voir aussi que si le logement, on nous demande d'en construire je ne sais plus combien de centaines de milliers par an, c'est pour accueillir qui? C'est pour qui accueillir qui? Vous savez très bien, c'est pour accueillir. Je vais vous donner un exemple. À Agnières, un de mes gars va demander un logement HLM. Il est français de souche, on lui dit, mais monsieur, c'est pas pour vous. Comment ça, c'est pas pour moi? C'est pas pour vous. Enfin, allez les visiter, vous allez comprendre, c'est pas pour vous. Quand bien même je vous donnerai un logement HLM, mais vous ne tiendrez pas 3 mois, parce que vous ne vous sentirez pas chez vous. Donc aujourd'hui, c'est plus réservé aux Français de souche. Oui, aux Français, mais pas de souche. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Nous disons, on a 5 millions de chômeurs, c'est pas 3 millions, hein, parce qu'il y a 5 millions de personnes qui ne travaillent pas autant qu'elles voudraient. On ne peut plus accueillir des immigrés, même si, bien sûr, ils coûtent moins cher et qu'ils acceptent de faire tout. Non, il y a une question de morale là-dedans. C'est que un gouvernement, c'est pas comme une entreprise. Une entreprise, ça a pour but de faire du profit. Je dirais même aujourd'hui, avec le turbo-capitalisme, c'est de faire un maximum de profit en allant chercher la main-d'œuvre la moins chère. Bon. Le gouvernement, lui, son rôle, c'est de faire le bonheur de son peuple, pas du peuple d'à côté, pas des Chinois. Bien évidemment qu'il faut aider les pays en voie de développement à se développer. C'est une évidence, parce que sinon, bien évidemment, que les gens étant pauvres chez eux, malheureux chez eux, ils viennent chez nous. Ils croient à cet Eldorado encore. Donc il faut aider le développement, mais pas à notre détriment. Et aujourd'hui, vous voyez bien que ce qui se passe, c'est qu'on perd du travail pour que les autres acquièrent du travail, d'accord? Mais c'est pas moral, parce qu'on a 5 millions de chômeurs. Il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je pense que quand même les Chinois, ils ont un marché intérieur de 1,2 milliard de personnes. Ils peuvent quand même écouler une partie de leurs marchandises et commencer à s'enrichir. Bon, d'ailleurs, il y a un certain nombre de millions de riches en Chine maintenant. Hein. Bon.
Voilà, quelques thèmes. J'étais parti de Marc Duré. On passe à un candidat suivant qui est Madame Blanche Poussé à Châtillon. Combien de candidats? Combien de candidats? J'avais presque tous les candidats. Génial. Et maintenant, il m'en manque encore 19. Aïe. Alors, il y en a 2 de morts. Ça, c'est pas de leur faute, hein. C'est pas de la mienne, c'est pas de la leur. Si vous voulez que je fasse. Ils sont morts, hein, les pauvres. Bon. Mais il y en a 4 qui sont partis. Parce que quand on a voulu leur refaire signer les feuilles, ils ont dit « Oh non, il y en a marre, vos conneries, machin, ceci, cela ». Donc ils n'étaient pas tellement intéressés. C'est presque bien qu'ils soient partis, mais seulement, il faut recommencer maintenant, il faut faire ce qu'a fait Anne-Laure Manère. Voilà. Il faut faire du porte-à-porte. Voilà. Alors, on en vient à se demander si nos candidatures sont légitimes. Quand Marine cherche ses 500 signatures pour être candidate à la présidentielle, a du mal à les trouver. Et les gens disent, ben, c'est normal, elle n'est pas légitime, elle n'a pas à se présenter aux élections, elle est d'extrême droite, c'est une fasciste, enfin, vous savez ce que c'est l'horreur. Et pourtant, elle y arrive malgré tout, et elle fait 18%. Bon, alors c'est un acte démocratique d'avoir voté pour elle à hauteur de 18%, et ça prouve qu'elle avait la légitimité. Et nous, localement, sous des prétextes fallacieux, on nous dit, ben, en gros, vous n'avez pas la légitimité. Vous aussi, nous cherchons des signatures, nous ne cherchons pas réellement des candidats, parce que la plupart d'entre nous ne seront pas élus. Seules les têtes de liste seront élues, et peut-être le 2e, le 3e, le 4e, le 5e, à la grande rigueur le 6e. Mais sur une liste de 45 personnes, quand vous avez 6 élus, ça veut dire que les 39 autres sont là. Ce sont des signatures qui vous disent « Oui, vous êtes légitime, vous êtes en droit de vous présenter, vous représentez une certaine proportion de la population qui a droit à la parole. » Autrement dit, chacun d'entre vous doit se dire « Oui, bien sûr que le Front National est légitime, bien sûr que le Rassemblement de Marine l'est, que tous nos candidats le sont, et mon travail à moi, mon rôle, c'est pas d'aller militer, coller les affiches, distribuer des tracts, aller à des meetings, non. C'est au moins de signer ce sacré papier qui dit ils sont légitimes à se présenter à ces sacrées élections. Ces sacrées élections, c'est la première étape de cette pyramide, avec en bas les conseils municipaux, les départements régionaux, le Sénat, l'Assemblée, et enfin la présidente. Ne croyez pas que Marine arrivera en 2017 à la tête de la présidence, ou même 5 ans plus tard, s'il n'y a pas un socle d'élus partout dans ces conseils. Donc c'est vital, c'est stratégique. Les gens qui me disent « vous allez faire gagner le PS parce que vous allez fractionner la droite », mais je leur dis « oui, c'est vrai, tant que la droite ne voudra pas travailler avec nous, nous la ferons perdre ». J'ai voté Hollande au 2e tour. J'ai voté Hollande dans le seul but que Sarkozy se casse la figure. Parce que Sarkozy a refusé de travailler avec nous. Il nous a rejetés. Eh bien, il y a un moment où il faut montrer maintenant à l'UMP, très bien, vous ne voulez pas travailler avec nous, vous n'aurez plus jamais le pouvoir. Je peux vous dire qu'au bout d'un moment, ils viendront et nous diront, bon, on a compris, on va bosser avec vous. Et là, la partie sera à peu près gagnée. Parce que je ne crois pas, je peux me tromper, qu'on pourrait avoir le pouvoir seul. Je pense que ce sera par une union avec des gens qui ne sont pas très fréquentables, c'est évident, parce qu'ils ont piqué dans la caisse pour la plupart d'entre eux. Mais la base de l'UMP, les gens qu'on rencontre sur les marchés, nous disent « Mais qu'est-ce qu'on attend pour faire des accords entre nous? On a les mêmes idées, on a les mêmes valeurs. Simplement, ils n'ont pas, j'allais dire les couilles. Nous, on les a. Mais eux, ils ne les ont pas. Alors, ils ont peur. Mais je ne veux pas que cette peur, ils vous la transmettent. Il faut que vous y alliez. Il faut que vous... Même les dames. Hein. Pas besoin de... Bon. Alors, en dehors de ça, après ces élections municipales, où on devrait briller d'une part par notre présence, mais aussi par nos scores. Le but, je vous rappelle, c'est pas d'avoir des maires, c'est d'entrer massivement dans les conseils municipaux. Parce que ça va nous donner une expérience. Cette expérience nous resservira systématiquement dans toutes les autres élections et dans tous les autres conseils. Et puis, dans 6 ans, pour ceux qui seront encore avec nous, eh bien, cette fois-ci, ils pourront se prévaloir de l'expérience acquise, de la participation aux commissions, de connaître les dossiers qu'aujourd'hui, nous n'avons pas entre les mains. Donc, d'avoir une notoriété. Donc,
il nous faut de la légitimité, ça c'est vous qui allez nous la donner. C'est assez difficile d'aller au hasard dans les immeubles, de se faire toute une cage d'escalier. C'est sympathique, mais c'est quand même un peu pénible. Je vous donne un exemple. J'arrive chez un monsieur. Je lui dis, c'est pour les élections. Il me dit, quoi les élections? Vous croyez encore à la démocratie? Il vient tout rouge. Arrêtez de consommer du papier avec les bulletins de vote, ça ne sert à rien. Je lui dis, ah oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est une fausse démocratie, nous on représente Marine Le Pen. Marine Le Pen, entrez. Bon, alors, j'ai eu la signature, et puis sa maman va peut-être signer aussi. Bon, très bien. Mais c'est amusant, parce que si j'avais pas dit, j'aurais pu dire, bon, bah, ok, au revoir. Non, il faut gratter. À chaque fois que vous avez un opposant, grattez un petit peu pour voir jusqu'à quel point il est opposant. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens maintenant qui vous disent, bah, je comprends bien les idées de Marine, je ne suis pas d'accord avec tout, mais quand même, j'y suis sensible. Et puis je vois bien ce qui m'entoure, je vois bien le chômage, je vois bien l'immigration, je vois bien la surfiscalité, je vois bien l'injustice, parce qu'on ne peut plus parler de justice en France. Vous avez aujourd'hui un ministère de la Justice en France qui est sous-dimensionné. Sous-dimensionné en budget. Notre budget est la moitié des autres budgets d'Europe. Est-ce que ça veut dire que nos hommes politiques sous-dimensionnent pour ne pas être incarcérés, comme ils devraient l'être tous ceux qui ont en tout cas triché, et qui n'ont même pas voté? Ce qui nous semble évident, c'est l'inéligibilité à vie d'un homme qui a pris l'argent du contribuable. Bon, et bien ça n'existe pas. Donc Balkany peut se représenter, Schuller peut se représenter, et nous, derrière, qui sommes des honnêtes gens, on a du mal à trouver nos candidats. C'est pas normal. Donc cette justice est sous-dimensionnée, ça se traduit au niveau carcéral. Au niveau carcéral, les prisons ne sont pas assez nombreuses, il nous manque 40 000 places de prison. On en est à se dire que ceux qui ont des peines de moins de 5 ans pourront ne pas purger leur peine. C'est-à-dire qu'ils sont dehors. C'est-à-dire qu'on vit en pleine impunité. Mais c'est vrai que nos hommes politiques donnent l'exemple, de sorte que n'importe qui a envie de faire du mal, fait le mal. Et je crois que là, il y a de l'idéologie socialiste qui dit « je m'interdis de faire le mal, je m'interdis de faire le mal, ou plutôt j'interdis de faire le mal aux autres, à mon peuple, donc je m'interdis moi-même de lui faire de mal, je m'interdis de le punir ». C'est pour ça que vous avez ce sentiment d'impunité. Et aujourd'hui, à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose de mal, la première question qu'on se pose, c'est pourquoi a-t-il fait du mal? Y a-t-il une explication? Une justification? Finalement, il est juste. C'est lui qui a eu raison d'avoir fait le mal parce qu'il a tellement souffert par le passé. Et alors la victime, par contre, on ne s'y intéresse pas du tout. La seule fois où on s'y est intéressé, c'est le cas de Cédric, le petit gauchiste là, qui s'est fait tuer. Alors lui, on a bien connu sa vie, toute sa vie, parce que c'était un gauchiste, hein, alors que d'habitude, c'est bien sûr le coupable, quand on connaît toute la vie, la victime, on ne s'y intéresse pas du tout. Bien. Alors, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je regarde simplement les petites choses dont je dois encore vous parler. Les prochaines élections, donc, le 25 mai, ce sera les européennes. Ensuite, vous aurez les sénatoriales, mais comme vous le savez, ce n'est pas vous qui élisez, ce sont les grands électeurs. Faut que je gueule là ou quoi? Bon. Mais buvez, hein, parce que... il a commencé. Ah ben oui, il faut boire, faut boire. Vous avez ensuite les régionales. Les régionales, je vous rappelle qu'on a fait la dernière fois 9,2%. C'est-à-dire qu'on a failli avoir 10%. Vraiment, c'est malheureux. On avait avant 14 élus, on est passé à 0 élus. J'espère bien que cette fois-ci, on va remonter, qu'on va conquérir des places, qu'on sera au Conseil régional d'Île-de-France. Ensuite, vous êtes au courant ou pas qu'il y a un redécoupage électoral des cantons, parce que les cantonales, désormais, ça n'est plus un candidat qui sera sur chaque canton, ce sera un couple, un homme, une femme. Et donc, comme ça fait 2 élus à chaque fois, ben, ils décident de regrouper 2 cantons en un seul. Mais il y a tout un travail de redécoupage électoral, à tel point qu'ils sont bien embêtés, parce que il faut que ce redécoupage soit fait 1 an avant l'élection. Et ils ont pris du retard. Donc des élections qui devaient avoir lieu en 2015 auront peut-être lieu en 2016. Et on commencera évidemment la campagne de 2017, hein, parce que ce sera la présidentielle et législative. Donc, vous voyez où nous en sommes. Alors, en dehors de ça, on a des manifestations qui ne sont pas organisées par le Front National, mais qui méritent peut-être votre présence à Paris. Donc, il y a la marche pour la vie, qui va arriver bientôt, le jour de colère, qui est la semaine d'après, la manif pour tous, qui est encore la semaine d'après, une manif anti-fémène, encore la semaine d'après,
Donc, si vous voulez militer, le matin, on est sur les marchés, l'après-midi, on est au manif. Voilà, ça c'est une possibilité. Ok. Alors, nos autres candidats, Laurent Salle, où es-tu? Laurent Salle, debout. Debout, debout. Non, ça fait trop de bruit. Ah, non. Laurent, alors, toi, voilà, lui, il a ses candidats. T'en as pas perdu au moins? Non. Et Si je vais un décès. c'est vrai? C'est ce qui arrive. Ah bah, 2 décès ici, 1 décès ici. Je pensais prendre la parole Non, aujourd'hui, non, mais on va pas prendre plus que ça. Il a sa liste, mais il s'y est pris énormément à l'avant. Et puis alors, c'est un militant de hors classe. faut voir ce qu'il nous fait. Bon, et puis, il avait un coéquipier en la personne de Nicole, qui est ici, qui a passé beaucoup de temps au téléphone pour motiver les gens. Et donc, effectivement, quand on prend du temps, on y arrive. Moi, à Clichy, nous sommes à 44 et il faut 45. Bon, autrement dit, c'est quasiment fait. J'ai plus d'inquiétude. Oui, non, quel travail. Les autres candidats, Courbevoie, où est Floriane? Alors, debout Floriane, voilà, que vous identifiez. Combien c'est combien? Ah bah, 4, ça c'est génial. Ça, génial. Alors, Courbevoie, c'est vrai que c'est un cas un peu particulier parce que nous avions déjà une liste il y a 6 ans. Alors que c'était quasiment la seule liste avec Saint-Cloud, où on a eu un élu, et puis une troisième ville qui était Neuilly. C'était une liste d'union, d'ailleurs à Courbevoie aussi c'était une liste d'union. Donc elle ne partait pas de zéro, bien qu'elle n'ait pas d'élu non plus. Voilà, merci beaucoup pour tous ces efforts. Ensuite, qui a-t-on dans les autres communes? Voilà, Boulogne-Billancourt. Alors, Boulogne-Billancourt. Alors sur Boulogne, on doit être 55 et on est à peu près le bon nombre. Donc il n'y a pas trop de difficultés, sachant que c'est la ville la plus peuplée d'Île-de-France après Paris. C'est celle où techniquement c'est plus facile d'avoir des candidats. La seule chose, c'est qu'on a une permanence qui sert pour la campagne de Boulogne pour les municipales. Simplement, c'est une permanence où tout le monde est le bienvenu, il y a un public copieur et ce genre de choses. Si certains d'entre vous ont des disponibilités pour venir la tenir, ça serait super parce qu'il n'y a pas plus dévastateur qu'une permanence fermée souvent, ce qui malheureusement est encore un peu trop souvent le cas. Donc si jamais certains d'entre vous ont du temps libre, surtout, n'hésitez pas, surtout qu'il y a du travail à faire. C'est pas juste le plaisir de laisser la permanence ouverte, c'est que derrière, il y a du boulot pour le cadre de la campagne et des campagnes, et plus elle pourra être ouverte du lundi au samedi de 13h à 19h, mieux ce sera. Voilà. Très bien. Merci pour tout ce travail effectué sur cette ville primordiale pour nous, puisque c'est la seule qui fasse plus de 100 000 habitants. Est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai pas montré? On a vu tout le monde? Ah! Alors la petite dernière quand même. Patricia Notebar, à Vanves. Donc combien de candidats actuellement et combien il en faut? Il m'en faudrait 35 et pour l'instant, je suis toute seule. Voilà. Elle a une excuse. Elle vient de commencer il y a une semaine. Donc quand on commence, c'est particulièrement difficile parce qu'elle débute tout. Elle vient d'adhérer, tout de suite je la nomme responsable de la ville, tout de suite je la nomme candidate de la ville. Peut-être que c'est une infiltrée communiste parce que je vous rappelle. Mais c'est ça! Parce que je vous rappelle que c'est un peu ce qui m'est arrivé à Neuilly il y a 2 ans maintenant, où une fausse adhérente est arrivée, et comme je suis avide, non pas de femme, mais avide de responsable, elle m'a dit oui, je suis prêt à prendre la responsabilité, ben, je te donne. Comme elle a commencé ce boulot en faisant des réunions, en faisant du boitage, tout était parfait, elle faisait des formations, elle faisait tout.
sauf qu'elle était en même temps en train de rédiger un bouquin sur tout ce que nous pouvions dire en arrière-cour, et voilà. Donc c'est pas très sympathique, c'est un peu tonne guerre quand même, moi je n'en veux pas plus que ça, au moins on a parlé de nous, et puis elle a vu ce que c'est, je lui ai même dit, t'as pris le risque d'être convaincu par nos idées, et elle m'a dit, ah non, ça c'est pas possible. Bon. Donc voilà, j'espère que ça n'est pas une infiltrée, on le saura bientôt. En attendant, à vendre, vous avez désormais une responsable et une candidate.